Libertés poursuit son développement par l'acquisition de programmes de reportage ou de documentaires. Cet été, nous allons vous proposer un Tour de France, le Tour de France de 3 jeunes Bordelais à la découverte de nos plus beaux villages de France, de nos terroirs, de nos clochers, et tout cela à vélo. De l'aventure, des paysages, des rencontres, des émotions, des images, de l'humour, mais pour vous en parler, eh bien, rien de mieux que de laisser la parole à ceux qui ont fait ces reportages et ces documentaires. Ils sont 3. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Hugo, bonjour Jérémy, bonjour Kevin. Je laisse vous présenter avant pour les téléspectateurs. Hugo, vous avez 21 ans, c'est ça? C'est ça. Bordelais. 21 ans, bordelais. Et vidéaste par ailleurs. Et photographe vidéaste. Photographe vidéaste. À vous qu'on doit ces reportages? Seulement à vous? Non, on est 3. Enfin, c'est quand même particulièrement grâce à moi, il faut l'avouer, mais on est quand même 3. Ils servent un petit peu quelquefois. Voilà, alors quelquefois vous servez, Jérémy. Est-ce que vous servez quelquefois? Un petit peu, quand il fait appel à moi, oui. Vous allez voir que ça va être difficile comme entretien. Interview à 3. Ouais, non, c'est vrai que chacun, on a nos rôles assez dispersés comme il faut. Donc, Non, alors concrètement, Hugo fait quoi dans la bande? À part faire du vélo tous les 3, ça on va le voir. Concrètement, qu'est-ce que fait Hugo? Au final, on se complète vraiment tous les deux en termes de réalisation, d'écriture d'histoire et de réalisation de vidéos, etc. Et Kevin, lui, va plus s'occuper de toute la partie qui est à côté, c'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire le graphisme, tout ce que nous, on ne peut pas s'occuper parce qu'on n'a pas forcément le temps avec nos différents boulots à côté. Jérémy, vous avez 25 ans. Absolument. Et donc vous passez la parole à Kevin, qui est le doyen. Oui, c'est moi, mais j'ai 27 ans du coup. Voilà, vous êtes donc le doyen le plus âgé de nous tous. Et donc, le portrait qu'ont fait vos camarades de vous, oui, c'est ça. Vous êtes à l'intersection de l'ensemble. On dit même que vous êtes un peu le modérateur de la bande. Tout à fait, quand il y a un peu des tensions, c'est moi qui calme le tout. Comment vous calmez? Non, ça va, c'est pas souvent. Alors, je l'ai dit, vous êtes 3 jeunes Bordelais. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est une véritable amitié? On le sent déjà bien en quelques secondes. Cette rencontre, elle s'est faite comment? Fortuitement? Il faut expliquer par le commencement. Devant le micro, toujours. Ça va être compliqué, mais il va falloir se le prêter. Ouais, faut commencer par le commencement. On se connaît avec Kevin depuis notre enfance, depuis que j'ai déménagé dans la même ville que lui, on est voisins. Et donc on a fait tous nos voyages ensemble, nos 400 coups, on a toujours fait des petites vidéos à droite à gauche, d'où le fait qu'ils ne soient pas forcément du métier, mais qu'ils s'y connaissent, puisqu'on s'assiste toujours. Et donc j'ai rencontré Hugo il y a environ 2 ans, sur le bord de la route. Via un podcast sur Internet. Je lui ai demandé qu'on se rencontre. Il a cru à une petite technique de drague au début, mais c'était pas du tout le cas. Sauvé. On s'est rencontrés, on avait les mêmes mentalités, la même façon de penser. Et à partir de là, on s'est dit, allez, un jour on se fait un projet. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais Kevin, je ne vous ai pas posé la question, mais vous n'êtes pas vidéaste? Non, de base, je suis cuisinier. Cuisinier. Après, comme l'a dit Jérémy juste avant, en fait, depuis tout jeune, je l'assiste un peu dans ses tournages et tout ça, dans sa boîte de prod, de base. Et c'est pour ça que j'ai appris un peu... Et c'est vous qui faites les repas? Le soir? Le midi? Non. Il faut toujours s'entendre bien avec le cuistot, c'est ce qu'on m'a appris depuis mon enfance. Oui, tout à fait. Non. Mais pour le coup, il n'y a pas forcément la possibilité de cuisiner tout le temps, surtout quand on fait ce genre de projet. Alors, on peut dire merci au Covid. Alors, c'est un peu une provocation, mais je me justifie. Vous avez beaucoup voyagé à l'étranger, vous l'avez dit, mais au fond, vous aviez très peu voyagé en France, mais grâce au Covid, entre guillemets, vous vous êtes remis en question et vous avez décidé de faire donc des reportages et un documentaire des moustachus en vadrouille en France. C'est ça? Mais si on doit trouver un côté positif à toute cette situation, à ce Covid, oui. Je pense que sans le Covid, ce projet-là aurait jamais vu le jour. Donc pour ça, c'est quelque chose de très bien. Et oui, du coup, on a tous voyagé à l'étranger. Moi, j'ai voyagé en Asie, eux en Australie, aussi en Asie. Et à cause du Covid et des frontières fermées, on a dû faire un projet en France. C'était un peu obligé, mais au final, c'était une très bonne chose. Parce que du coup, c'est comme ça qu'a vu le jour ce projet. Alors, on en parle de ce projet? C'est quoi alors ce projet? Clairement, si je dis 20 beaux villages, et si j'essaie de le dire correctement, 20 beaux villages et 6 régions différentes, est-ce que ça se réduit à cela? Pas seulement. Ça se réduit pas qu'à cela. Pour nous, c'est 2 axes principaux. C'est le dépassement de soi, déjà le premier axe. Donc nous, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels, mais on est des sportifs. Et du coup, pour nous, on cherche le challenge, on adore le challenge. Et pour nous, d'abord, c'est un challenge sportif de dépassement de soi. Et ensuite, si on doit donner un deuxième axe, notre but, c'était de mettre en avant notre pays
de mettre en avant notre patrimoine, nos traditions, notre terroir, et de mettre en avant à des gens qui ont notre âge, pas que, bien sûr, mais de rendre ça intéressant, de rendre ça attractif, et voilà, de donner envie en fait. Alors, c'est bien évidemment, c'est un enjeu sportif, parce que vous faites 2000 km en 30 jours, c'est ça? Bon. Mais bien évidemment, vous ne faites pas que cela, que du vélo et du vélo et du vélo. Il y a vraiment tout un travail de rencontre avec les gens. Absolument, absolument. Je suis d'accord. Peut-être je passe à Kevin, je vais quand même l'expliquer. En fait, c'est même le sujet phare de ce reportage-là et de ces épisodes-là. C'est les rencontres qu'on fait dans ces différentes régions. Et c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on a voulu donner à travers ce reportage. 20 villages. Vous avez ciblé 6 régions. Comment vous avez procédé pour faire ce tracé qu'on va pouvoir voir et qui est assez logique, si j'ose dire. C'est un rond, finalement. Mais comment se sont opérés ces choix? Dans un premier temps, c'est Hugo qui a initié un petit peu ce projet, donc je vais lui laisser l'expliquer, ce sera plus facile. En fait, juste pour résumer, moi de base, je devais faire un tour à vélo, mais en Europe. Je devais aller en Arménie parce que mes grands-parents sont arméniens, donc je voulais faire un projet sur ça. Et du coup, Covid, frontières fermées, projet complètement annulé. J'étais en train de faire du sport, je sais pas pourquoi j'ai cette idée, je prends mon téléphone, j'appelle JRM. Je l'avais rencontré. Jérémy. Oui, Jérémy, on a suivi. Et je l'avais rencontré plusieurs mois à l'avance, on avait parlé de ça, je savais qu'il rêvait de faire un projet comme ça. Je l'appelle, je lui dis écoute, pourquoi on ferait pas un tour à vélo? Au lieu de le faire en Europe, on le fait en France. Et il est partant, on lance le projet, on s'est dit pourquoi pas pousser le truc encore plus loin et avoir un vrai fil rouge. On a l'idée des plus beaux villages de France. Et ensuite, on a l'idée des moustachus. Et l'itinéraire, comment il a été tracé. On a regardé du coup la liste des plus beaux villages de France et j'ai essayé donc de choisir 20 villages, au début on en avait 45 mais qui faisaient en gros un petit tour de France parce qu'on n'avait qu'un mois pour le faire et donc j'ai sélectionné des villages en regardant ce qui me plaisait juste avec les photos et ce qui me plaisait le plus et j'ai fait une sélection de ces villages là et on est arrivé donc à un petit itinéraire d'un tour sur le centre France. Kevin, comment ça s'organise? C'est-à-dire 30 jours, comment se déroule une journée type? J'ai mal à saisir, parce qu'il y a une partie, il faut filmer, il faut vous filmer, il faut rencontrer les gens, il faut chercher les gens. Une journée type, comment ça se déroule? Du coup, la journée type, en fait, on se réveille le matin. Déjà, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à se lever tout le temps. Après, on prend les vélos, on avance vers le prochain village. Et dans ces villages-là, en fait, on a rendez-vous avec des gens, spécialement pour une interview, sur lesquels un métier un peu particulier, qui a du sens. Qui a du sens, exactement. Du sens. Et ensuite, il y a une grosse partie pour filmer quand même. Combien de temps ça vous prend cette partie-là? Et en fait, ça nous prend à chaque fois, c'est pas forcément des choses qui sont prévues. Les choses qui étaient prévues, c'était vraiment donc, les rencontres qui étaient prévues à peu près à l'avance, dans les 3/4. Dans les 3/4, voilà. Mais donc, les prises de vue étaient faites à chaque fois. On avait, nous, une liste des plans qu'on voulait potentiellement filmer, un script. Et ensuite, c'était donc via nos compétences et via notre expérience, on se disait, ok, c'est à ce moment-là que là, il y a tel plan à faire, là, il y a tel type de plan à faire, telle interview. Ça se faisait un petit peu au feeling et à la fois, c'était prévu. Hugo veut dire quelque chose, j'ai cru comprendre. Il faut savoir que ça a été très compliqué parce que nous, dans notre travail, on est plus habitué à... On est posé, on est à un endroit, on a la caméra. Là, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, là, j'utilise un mot anglais, mais du run and gun. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur les vélos. Il faut s'arrêter, sortir l'appareil, mettre l'appareil, remonter, redescendre. Enfin, il y a tout quelque chose où on n'était pas habitué en fait avant, même avec nos boulots. Filmer sur un vélo. Déjà qu'on n'est pas des grands cyclistes, quand en plus il faut tenir une caméra alors que tu es dans une montée ou dans une descente. Ah mais on vous entend des fois, il y a des cris, il y a des gros mots. Hein. Et en fait, souvent même on a un peu une devise, c'est que le moment où tu as le moins envie de filmer, c'est là où il faut filmer. Et du coup, c'est là où il y a les cris, c'est là où la dernière chose qu'on veut faire, c'est filmer. C'est là où on filme et souvent c'est là où il y a... parce qu'on vous entend crier, on vous entend même, on va le dire vulgairement, gueuler quand même. Hein. Des fois, on voit bien que c'est physique quand même comme démarche. Hein. C'est physique. C'est physique, on n'était pas forcément très très bien préparés et on l'a vu. C'était en juillet 2020, il faut bien le préciser pour les téléspectateurs, c'est en juillet 2020. Hein. D'ailleurs, ça me permet de dire, en juillet 2020, on est en plein crise sanitaire. Vous allez me dire, chaque année on va être en crise sanitaire, donc en juillet 2020,
comme en juillet 2021, et pour 2022, on y sera aussi. Mais des conditions de déplacement, de travail, etc., sont aussi ralenties par cette crise sanitaire. Vous êtes réussi à passer entre les gouttes, si vous me permettez l'expression. Ben, on a eu beaucoup de chance. J'ai du mal à me souvenir maintenant. Il y a tellement d'événements avec le Covid, ça change tellement tous les mois. Mais en fait, on était dans la période un peu off, où ça s'était un peu calmé avant que ça reprenne à la fin de l'été. Au niveau des restrictions. Et du coup, on a eu la chance. On a eu les restaurants. Le masque, au début, on le portait même pas. Je crois, j'avais même plus me souvenir de quand on portait plus le masque, mais c'était, on a eu de la chance, on a pu du coup voir les restaurants, rencontrer les gens plus facilement, et je pense que ça aurait été très difficile de faire ce projet à un moment de confinement, en fait ça aurait pas été possible, donc on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'était comme la France d'avant. Vous avez d'ailleurs, je parle du terme de la France d'avant, vous avez tenu à créer, on le voit bien ici, le réalisateur va le remontrer à l'instant, une identité visuelle. Bon, bien évidemment, je vois le béret. Il n'est pas bordelais, hein. Les moustaches, la marinière. Vous revendiquez un peu une image quand même d'enracinement, cette image un peu à l'ancienne. C'est volontaire ou c'est parce que ça se veut décaler et c'est pour se moquer? Alors, c'est absolument pas pour se moquer. C'est absolument pas pour se moquer. Du coup, c'est voulu parce qu'on a passé énormément de temps à rechercher une identité visuelle qui était assez forte. Pourquoi ? Parce que le but étant de transparaître fortement dans les vidéos et, mine de rien, de se faire remarquer. Si on l'a fait, c'est pas pour rien. Et voilà. Moustachu en vadrouille. Il y a certains qui pourraient même dire, s'ils étaient malhonnêtes, qu'on pourrait parler d'une démarche de bobo. Là, c'est les Parisiens, on voit ça dans les quartiers bobos. Vous voyez, il y a le béret, on va rechercher le lait au pied des vaches qui n'existe pas, mais enfin voilà, on revient à l'ancienne et tout ça fait un peu sourire quelquefois. C'est pas ça non plus? C'est pas une démarche de bobo bordelais? Si, c'est exactement ça. C'est ça. On est des vrais bobos bordelais. On n'a jamais eu de vache. Moi, je n'ai clairement jamais eu de vache. C'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit aussi, et ça peut donner l'impression, et des gens peuvent penser ça, il n'y a pas de souci. Mais je posais la question, je ne pense pas. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que de base, on n'est pas. Eux sont quand même plus à la campagne que moi à Bordeaux. On n'est pas forcément des. On ne va pas se faire passer pour des gens qui vivent en montagne ou voilà. Mais on revendique, comme vous dites, cet enracinement, cette vie France. Et en fait, c'est vrai qu'on surfe peut-être un petit peu sur le cliché. Et il faut pas se mentir aussi, ça revient à la mode. Le Made in France revient à la mode. On voit que, comme vous dites, à Paris, mais partout, en fait, ce Made in France revient à la mode. Donc nous, ça, on est d'accord avec ça. On est inscrit dans cette ligne-là. Mais même si on sort sur ce cliché-là, il y a, quand on pense à un pays ou à l'international, dans le national, on pense tout le temps à des clichés. Aux États-Unis, on va penser à certains clichés, en France aussi. Et c'est ce qui nous fait des fois rêver, qui nous donne envie de partir, d'aller dans ce pays-là. Nous, c'est ce qu'on veut donner aussi envie. Quand on nous voit, ça peut donner envie de visiter la France, tout ça, et on surfe sur ça aussi. Alors, vous savez, les bobos, ils ont une capacité à créer des mots. La boulangerie, boucherie devient la boulangerie. Vous avez créé un terme qui m'a amusé. C'est un reportage cinématique. Et je me suis dit, ça, ils ont été chercher ça. Ou qui est-ce qui est le responsable de ce terme cinématique? Allez, dénoncez-vous. Je sais pas, c'est aussi, je crois que c'est tout. Je crois, oui, c'est à nous de... Partage des risques. Oui, Kevin, vous êtes sauvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cinématique? À part que le fait que c'est pro. Et alors là, on va le voir, c'est vrai, très professionnel, superbe professionnel, et très belle réalisation. Mais est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? C'est ce que vous avez entendu. Attention, c'est du cinéma. C'est Hollywood. Hollywood à côté, c'est clairement minable. Hein. Non, mais je sais pas si tu veux expliquer. Ouais, complètement. Moi, je pose pas des questions faciles tout le temps. Non, c'est sûr. C'est vrai que le terme cinématique est assez spécial, mais au final, ce qu'on a voulu, c'était ni rentrer dans le registre du reportage, ni dans le registre du cinéma, parce qu'on peut pas le faire, mais on a voulu créer un nouveau format, qui est donc le reportage cinématique ou cinématographique, dans le sens où on s'inspire, nous, donc de différents films, différentes séries, de par la colorisation des films, de par les bruitages et de par les plans, le cadrage, etc. Et donc c'est un millimélo de tout ça, de voix off, etc., qui va faire ce reportage cinématographique. Jérémy, Kevin et Hugo, je pose la question, parce que quand vous dites cinématique ou cinéma, est-ce que les Kevin, Hugo
et Jérémy que l'on voit dans ces reportages sont les mêmes dans la vie. Moi, j'ai le sentiment, je ne connais pas beaucoup, on s'est rencontrés il y a quelques heures seulement, j'ai le sentiment que j'ai les mêmes que j'ai vus ici devant moi. Vous ne jouez pas des rôles, disons les choses clairement. Déjà, vous avez un vêtement, mais en plus, si vous jouez un rôle, c'est tricher, quoi, non ? Pour le coup, on est 100%... On est de très bons acteurs. 100% faux, voilà. Kevin ? Non, on est à 100% honnête. D'ailleurs, ça peut se voir aux petits gros mots qu'on lâche de temps en temps. J'ai vu ça, j'ai entendu, ouais. Et voilà, non, on est à 100% naturel. 100% naturel. Allez, cet enracinement, on le retrouve aussi dans le choix des intervenants, c'est-à-dire des personnes vers qui vous vous rendez. Et là, il y a vraiment des choix qui... Vous n'avez pas choisi le maire, vous n'avez pas choisi le notaire, vous n'avez pas choisi le curé quand il est là, vous avez choisi le boulanger, le boucher, le vigneron, le centenier. C'est superbe d'ailleurs, cette rencontre-là. C'était vraiment, allez, on va dire, faire local, faire traditionnel, faire enraciner la France qui travaille, la France qui, de première cordée, celle qui a traversé le confinement. Alors, on en parle toujours sans la voir. Donc, c'était ça votre idée ? Vas-y. Ben, il y a deux choses. Déjà, c'est exactement ce que vous venez de dire. En fait, on a voulu faire parler une France à qui on ne donne plus vraiment la parole, forcément. La France qui représente en fait beaucoup de Français, une grosse majorité de Français, mais que bizarrement on n'entend vraiment pas beaucoup. Et non, c'est pas une coïncidence. Nous, on a bien fait exprès de faire parler ces gens-là. Et de plus, même à part ça, ce sont des gens qui participent à l'essor de leur village. Ce sont des petits villages, il n'y a pas beaucoup d'habitants à l'année, il y a beaucoup de gens qui sont là que l'été, des étrangers. On a remarqué que dans les villages, il y avait au final beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemands et au final très peu de français. Et en fait, ces gens-là sont le dernier rempart, le dernier bastion de ces villages avant que ça devienne soit un bastion étranger, de touristes en fait tout simplement, ou de gens qui s'installent en maison secondaire, ou qu'en fait il n'y ait plus personne parce que les jeunes s'en vont, et on s'y retrouve des fois dans des villages où il y avait 14, 13 habitants à l'année. Je vais vous poser une question un peu politique, vous y répondez pas si vous ne le souhaitez pas. Cette France-là, on l'appelle un peu la France périphérique, la France des villages, etc. On en a beaucoup parlé, parce que ça a été la crise des Gilets jaunes qui a mis en exergue cette révolte qui venait de la profondeur de la France la plus profonde et peut-être la plus saine, peut-être aussi. Est-ce que vous avez rencontré cette image-là ou pas du tout ? Est-ce que cette France-là, cette France qui peine, cette France qui bosse, dont on ne parle pas, est-ce que vous l'avez ressenti ou pas du tout ? Jérémy ou Hugo ? Ou Kevin, bien sûr. Hugo toujours. Désolé, je garde le micro. Mais nous, au final, des fois, on a essayé de poser cette question aux gens qu'on a interviewés, donc leur demander si ils trouvaient ça dérangeant, est-ce que ça leur faisait de la peine que, en fait, on les entende pas. Et au final, au contraire, ce sont des gens qui peuvent en pâtir, mais qui se plaignent pas en fait. Donc même devant la caméra, même en leur posant la question, en essayant de leur amener, mais sans leur forcer la question, mais en essayant de leur dire, de leur poser cette question-là que vous venez de nous poser, ils ne se plaignent pas, ils sont là pour travailler, ils font le boulot et on les entend pas parler en fait. Donc au final, c'est ceux qui font le plus et c'est ceux qu'on entend le moins et qui se plaignent le moins. Donc je trouve que ça résume bien. Deux des très belles rencontres d'ailleurs. Deux des très belles rencontres. La plus belle rencontre, c'est... Oula, on va faire des jaloux là. C'est la question piège. On est assez partagé dessus. Mais c'est vrai que, on va dire, pour la globalité, en tout cas 2 personnes sur 3 ici présents sont d'accord pour dire que je pense que c'est le début, c'est toujours plus beau au début. On a eu un énorme coup de cœur dans le premier village qui s'appelle Haut-Villard, dans le Tarn-et-Garonne. À peine arrivé, vous le verrez dans la vidéo, on a fait une superbe rencontre avec qui on a encore des contacts aujourd'hui. Et en tout cas pour ma part et pour Hugo, pour Kevin aussi. C'est une des meilleures rencontres qu'on a fait. Et c'était qui alors ? C'était qui ? Parce qu'on va pas. Je ne sais pas quel épisode. Bien sûr, dans l'épisode 1, dès le début. L'épisode 1, donc on va le verra dès demain. Absolument. C'est un monsieur qui s'appelle Yves, un vétéran cycliste, comme on l'appelle. Et donc en fait, on est à peine arrivé dans le village, qu'on a compris déjà pourquoi les villages médiévaux étaient des villages perchés. Ça. Oui, j'ai le souvenir. J'ai vu l'épisode, j'ai le souvenir. C'est là les gros mots. Hein. C'est là que ça démarre. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ce monsieur était en haut à nous attendre comme par hasard. Et puis, à peine arrivé, on a pu discuter une bonne demi-heure avec lui. À peine arrivé, il nous a invités chez lui à boire l'apéro. Et là, on a passé 2-3 bonnes heures à discuter de tout et de rien, à refaire le monde. Et là, on avait les yeux pleins d'étoiles déjà, à se dire waouh, les gars, c'est quand même un truc de fou ce qu'on vit. C'est déjà fou. Voilà. Et Hugo se rappelle que c'était de la Suze. Ouais. La Suze
Cassis. Si, absolument. fond de culotte. Qu'est-ce que c'est le fond de culotte, ouais. D'accord, superbe, superbe. Et rare maintenant. Allez, vous revendiquez aussi pour cette aventure des valeurs. Et tout de suite, j'ai trouvé un terme dans le dossier de presse, le slow travel, le voyage lent. De quoi s'agit-il, à part le TGV, une fois sur deux? Encore un terme anglophone. Ah bah oui, j'ai trouvé ça, le slow c'est vrai, travel. c'est- Et je oui. me suis dit, je vais pas les louper. Bien sûr, mais pourquoi le slow travel? Parce qu'au final, on va l'expliquer, c'est la définition qui est dite partout, mais au final, on l'avait nous aussi jamais vécu auparavant. Le slow travel, qu'est-ce que c'est? On a toujours l'habitude d'aller d'un point A à un point B, sans forcément voir ce qu'il y a entre le point A et le point B. Donc au final, le fait de voyager à vélo nous a permis de nous rendre compte, de voir, de sentir et de ressentir des choses entre ces deux trajets-là, et de vivre des choses entre ces deux points. Et c'est ce qu'on appelle le slow travel, pouvoir profiter entre ces deux points. Sans forcément vivre le début, vivre la fin, et pas vivre l'entre-deux, qui est au final le plus gros, je pense, du trip. Kevin, si vous aviez... Oui, allez-y, allez-y. Vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non. Alors, ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous y avez gagné? J'entends par là, qu'est-ce que vous pensez qui a été le plus important dans ce voyage de 30 jours? Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment? La rencontre, l'amitié, Ouais, le vélo, la capacité de faire du vélo, de se dépasser? C'est vraiment les rencontres par-dessus tout. On a rencontré vraiment des gens formidables et qui encore aujourd'hui, on aimerait rester en contact vraiment avec eux. Et après, oui, le vélo un petit peu, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment les rencontres. Les rencontres. Et dans les valeurs, il y a, vous l'avez dit, sensibilisation sur le patrimoine, on le voit bien, hein, ces villages sont splendides, bien évidemment, la tradition française, bon, on l'a vu avec l'unité visuelle aussi qui est la vôtre. Vous mettez en avant cette autre valeur, vous l'avez dit, je crois que c'est Jérémy qui l'a dit en premier, ou Hugo, le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Saint Jean-Paul II dit, le dépassement de soi, ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. C'est en se dépassant que l'homme est pleinement humain. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ou Saint Jean-Paul II, on le laisse là où il est? En tout cas, pour ma part, et je pense qu'on a discuté, on est pareil tous les trois à ce sujet-là. Au final, on ne s'est jamais senti autant vivant que pendant des efforts et du dépassement de soi tel que cela. D'accord? 100% d'accord? 100% d'accord. Oui, Hugo. 100% d'accord, mais... Non, en vrai, Jean-Paul II, phrase simple, mais vraie. On a tous connu ça, en fait. On a tous connu ça en voyageant, en se retrouvant devant la beauté de la nature, devant des paysages de folie ou devant un effort surhumain. C'est à ce moment-là où, oui, on se sent le plus vivant. On se transcende, on transcende presque notre corps. Et c'est vrai qu'après, on devient presque accro à ça, en fait. C'est une belle aventure. Vraiment, je vous invite à la regarder. Tous les 15 jours sur TV Liberté, ça sera pendant tout le mois d'août et puis pendant le mois de septembre, 7 épisodes qui vont se succéder. Vraiment, regardez-les. C'est super. C'est pas parce que nous en avons fait l'acquisition, mais si on en a fait l'acquisition, c'est qu'on a trouvé tous ici, y compris à la rédaction, que c'était vraiment un très beau document pour TV Liberté. La suite des événements, 6 régions. Il en manque par définition. Hein. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire les 7 autres? Je crois qu'il y en a 13 maintenant, je ne sais plus. Et d'abord, on va faire une petite pause. on va prendre un peu de repos. En fait, pour tout dire, ça c'était en juillet 2020. Quand vous me dites on est en juillet 2021, on me dit on va faire une pause. Et les gens se disent, alors ça fait 1 an qu'ils sont en pause. Non, c'est parce que vous revenez d'une région. La Corse. La Corse. La Corse. Voilà. Donc si vous êtes fatigué de la Corse, vous n'êtes pas fatigué des épisodes qu'on verra. Non, quand même 1 an, ça va pour récupérer. Mais oui, on revient de la Corse et ça a été même presque encore plus éprouvant que ce voyage à vélo, la traversée de la Corse à pied, le GR20, s'il y en a qui connaissent. Et donc là, oui, on va prendre un peu de repos. On est un peu fatigué. Vous allez poursuivre le montage pour TVL de ces reportages. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui. Beaucoup. Alors, Jérémy, Kevin, les autres projets. Vous êtes jeunes, vous avez le droit d'avoir des projets. Oh oui, tout jeune là. Mais, Kevin. plus tout jeune. Non, mais ouais, on a énormément de projets en tête, même beaucoup trop. Non, mais vous ne faites pas ça, j'ai l'impression que je suis devant mes écrivains. Vous savez un autre livre, mais je ne peux pas en parler. Vous savez, Martial, l'éditeur, on va rester discret. L'autre projet, c'est quoi? Non, ouais, bien sûr. Non, le
projet phare qu'on veut lancer, qu'on va lancer, en fait, ça nous est venu pendant différents trips. On a le temps de discuter de tout plein de choses pendant ces trips-là. C'est un genre de bucket list, encore un terme anglais. La bucket list, qu'est-ce que c'est ? C'est les choses qu'on a envie de faire avant de mourir. On en a défini 100. Donc automatiquement, on a 100 projets. La Corse étant le premier projet, donc plus que 99. Donc à partir de là, nous, on a défini tout un tas de projets à mettre en œuvre, des défis, des exploits sportifs et tout un tas d'autres choses. Et à partir de là, c'est un projet que nous, on va lancer, je pense, dans l'année peut-être 2022, milieu, fin d'année, je pense. Et voilà. Parfait. C'est quelque chose. Sans projet, nous aussi, on a ça, donc ça nous va bien. Oui, pareil, toujours la même identité visuelle. Et on a d'un côté plein de projets en France et des projets aussi à l'international, mais toujours en revendiquant la France, en mettant en avant la France. Et voilà. En mettant la France. Eh ben, écoutez, on a décidé, nous, d'appeler l'ensemble de ces épisodes l'échappée française. Hein, voilà, c'est-à-dire véritablement votre échappée à vélo à travers une France qu'on espère éternelle, cette France qu'on aime au bout du guidon, si vous me permettez cette expression. Eh bien, c'est vers cela qu'on va aller. Je vous invite vraiment à suivre ça. Nous avons, été très heureux de pouvoir regarder ces épisodes-là et de vous les faire partager. J'espère que vous ressentirez les mêmes choses que ce que nous avons vécu. Je vous ai dit, des paysages, des images, des émotions, de l'humour, la jeunesse, enfin, que du sympa, quoi.